Donc ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Serge Gauthier, donc, qui est là à mes côtés, qui est psychiatre, qui a longtemps travaillé donc, à la SM13 et qui a fait paraître il y a maintenant 2 ans un ouvrage sur Philippe Paumel, un psychiatre dans la cité, donc, qui avait obtenu le prix d'évolution psychiatrique l'an dernier, le prix spécial d'évolution psychiatrique. Et donc, ce soir, Serge Gauthier va nous parler donc, de l'action de cet homme qui est véritablement un révolutionnaire, quand même, on pourrait dire, dans la mesure où il a été amené à transformer, lui avec d'autres, à transformer donc l'exercice des soins psychiatriques dans l'après-guerre. Alors, il y a un message. On pourrait dire qu'il y a eu 3 grandes révolutions psychiatriques. Peut-être qu'on en vit une 4e aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on pourra en tout cas en distinguer au moins 3. La première, c'est celle de Pinel et d'Esquirol, au début du XIXe siècle. C'est la médicalisation de la folie. C'est la création d'une institution particulière qui est héritière des idéaux humanistes de la Révolution française, avec donc la création des asiles, une nouvelle institution qui se veut protectrice et curatrice de la folie. Elle est fondée, cette invention de cette institution, sur une nouvelle conception de la folie, avec l'idée que l'aliéné n'est pas complètement immergé dans ses considérations folles, mais qu'il existe un écart avec ses conceptions, avec son délire. Il y a un intervalle interne qui permet justement l'action du soignant, une possible déprise par l'intermédiaire d'une action via la parole, mais aussi un certain théâtralisme, qui est l'invention donc du traitement moral. C'est une nouvelle façon d'aborder le fou, qui est considéré comme un alter ego, et une nouvelle façon de lui parler pour le faire revenir dans la communauté. La deuxième révolution, on pourrait dire que c'est la révolution freudienne, la révolution de l'inconscient. Là, c'est la conception l'idée que la condition humaine est marquée par des illusions, des fantasmes, des pulsions, des symptômes, et que ça n'intéresse pas simplement le fou, l'aliéné, mais que ça intéresse tout le monde dans sa subjectivité, et que chacun est traversé par cette épaisseur de nuit qui est l'inconscient, par des choses troubles, bizarres, étrangères à soi, et qui pourtant constituent le plus propre de ce qu'on est. C'est l'idée aussi que ces symptômes ne sont pas simplement des phénomènes morbides à faire disparaître, mais que ce sont aussi des créations qui valent par les solutions qu'il propose au sujet. C'est donc l'invention d'une nouvelle méthode, là aussi fondée sur la parole et la relation, à travers l'analyse, la psychanalyse. Elle ne va pas avoir des implications immédiates dans les asiles, mais quand même, quand on pense à tout ce qui s'est passé du côté de Bleuler, de Jung, et progressivement en France, puisque ces idées vont être surtout appliquées au cours donc, de la 3e révolution psychiatrique, celle qui a lieu dans l'après-guerre. Elle s'appuie sur un cri de ralliement qui est plus jamais ça, plus jamais cette conception de l'asile du XIXe siècle, plus jamais cette institution totalitaire qui brisait l'identité et la personne des patients qui étaient accueillis. Il faut s'appuyer sur ces nouvelles thérapeutiques qui sont inventées dans l'après-guerre, il faut s'appuyer sur les chimiothérapies qui naissent dans les années 50 pour transformer là aussi l'institution et la relation soignante. Et c'est un certain nombre de jeunes psychiatres qui vont transformer les soins fondés sur des idées là aussi très, très humanistes. On peut citer Tosquelles, Bonafé, Le Guillan, Houry. Et ce soir, on va parler d'un de ces princes comme ça qui ont révolutionné Dormaison. Dormaison, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, c'est de maison aussi, oui. Et un de ces princes comme ça qui vont révolutionner les soins, qui est donc Philippe Pommel, qui est un tout jeune homme au début des années 50, et qui va faire preuve de beaucoup d'inventivité et de courage, justement, pour appliquer des idées neuves dans les soins psychiatriques. Bon. Serge Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler ce soir. Je te laisse la parole, environ 1 heure d'exposé, 1h10, et puis on continuera à discuter. D'accord. Merci Clément. Donc tu as déjà dit beaucoup de choses, donc c'est bien, ça va me faire des économies un petit peu. Clément m'a demandé de parler de Philippe Pommel avec un angle un petit peu particulier qui est l'angle de la clinique psychiatrique. Ce qui me fait faire un petit peu un grand écart d'une certaine façon, puisque à la fois je vais être amené à partir des grands mouvements institutionnels, mais déjà tu les as largement évoqués, pour revenir ensuite justement au niveau du plus concret, hein, du plus local de notre clinique à nous, et donc y compris d'ailleurs de la clinique telle qu'elle se posait aux auteurs du XIXe siècle, ensuite à ceux qui ont été de l'époque de Philippe Pommel. Quand je dis les années 50, c'est 1950. Chaque fois que je dis ces années, quelque chose comme ça, c'est mes années. Donc, simplement en introduction, Clément a parlé de la loi de 1838, enfin de l'asile qui a été inventé par Pinel-Esquirol au XIXe siècle, et avec des critères particuliers, certes un humanisme, mais quand même une institution isolée, à part, close sur elle-même, et puis la loi de 38, quand même, un détail que moi je n'avais pas compris, que j'ai au fait compris là, c'est que la loi de 38 prévoyait qu'on interne l'aliéné par internement, ça je savais, il n'y avait pas d'autre moyen d'entrer à l'asile, mais qu'aussi il fallait qu'il sorte guéri. C'est un point très très fondamental, parce que dans les années 50, on va beaucoup critiquer la violence de l'asile, mais on n'a peut-être pas assez relevé ce fait que l'aliéniste était placé devant cette particularité de sa clinique, qui aujourd'hui qu'on a le secteur nous paraît aberrante, qu'il faut que l'aliéné soit guéri. Il est guéri ou pas guéri. Donc ça, c'est un point tout à fait fondamental. En tout cas, donc cet asile fermé sur lui-même. La circulaire du 15 mars 1960, donc, qui initie le secteur, va faire un virage à 180 degrés. Bernard Rodier parle de révolution copernicienne. C'est assez juste. Ça change complètement à 180 degrés l'orientation des soins, puisqu'il va prôner au contraire, lui, des soins en ville. Il faut séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu naturel. Et l'hospitalisation en psychiatrie, à l'inverse de la loi de 38, n'est plus qu'une étape du traitement. La cité devient le lieu privilégié de la relation de l'équipe thérapeutique avec le malade. Alors ce recentrage, en fait, va avoir un effet réorganisationnel, mais pas seulement cadastral, ça va changer la clinique, en fait. Michel Foucault disait que la clinique à l'asile ne pouvait être que de l'ordre de l'observation et du classement, comme ça qu'il disait, fermée sur elle-même, comme un herbier. Pommel va avoir un cheminement tout à fait particulier qui part de remarques en effet humanistes et même lui dit anthropologiques, à savoir qu'il manquait à cette science des maladies mentales que critique Foucault un socle, et que ce socle, c'était le partage avec le malade d'un monde commun, une tentative pour retrouver une humanité commune qui avait été mise à mal dans la réclusion asilaire. Alors ce sont des formules un peu générales, mais qu'on retrouve tout le temps dans son œuvre, et qui dessinent quelque chose quand même de tout à fait essentiel, premier, central, avant même de parler clinique. Il en parlera même, par exemple, quand on rencontre un malade, il faut toujours laisser un temps pour que s'installe une rencontre informelle, on parle peut-être éventuellement de la pluie et du beau temps, avant
de véritablement commencer à examiner un malade par les cliniques, éventuellement aller un petit peu plus loin dans l'analyse, etc. C'est toute une démarche qui à la fois vaut au plan individuel comme au plan institutionnel. Alors, je ne résiste pas évidemment au fait de vous parler un petit peu succinctement, trop succinctement bien entendu, puisqu'on a consacré un livre à ce personnage tout à fait extraordinaire qu'était Philippe Paumelle, qui arrive en 1946 à Paris pour finir sa médecine, en venant de Rouen. Et quand il est nommé interne en 1950, il est déjà très connu pour son action en faveur du logement étudiant, en faveur de l'accueil des enfants des étudiants, puisque c'était des étudiants un peu âgés qui avaient fait la guerre. Certains étaient mariés, ils avaient des enfants, donc il fallait s'occuper de leurs enfants. Il était donc déjà très connu. C'est un homme que son ami Jean-Marie Domenac considère comme un bâtisseur né, en permanence surprenant par son esprit d'initiative et sa vivacité d'esprit. Serge Lebioïssi dira de lui qu'il fourmillait d'idées. On l'a aussi qualifié d'homme de pensée et d'action. Enfin bref, il a été très aimé de son vivant. C'est après-guerre, bien sûr, l'après-guerre, ce moment des années 50 est le réveil d'un cauchemar. Je vous rappelle, 45 000 malades sont morts de faim, de froid et de tuberculose, ce qui rend encore plus intolérable les conditions faites aux malades qui ont survécu. La nécessité de réformer la psychiatrie, qui avait déjà été l'objet de bien des critiques, était déjà dans les tuyaux depuis les années 30, mais elle s'impose encore plus d'urgence dès 1945. Elle est portée en particulier par le syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques. Voilà. Paumelle, donc, est en deuxième année d'internat dans le service très asilaire que vient de reprendre à l'hôpital Maison-Blanche le Georges Daumaison. Georges Daumaison, qui est le numéro 1 du mouvement syndical et de ses combats réformateurs de l'époque. La thèse de Paumelle paraît en 1952 et son travail il travaille dans le service de Daumaison dans un quartier qu'on appelait le quartier des agités. Vous savez qu'il y avait des quartiers dans les hôpitaux, les malades étant séparés, le quartier des agités, le quartier des gâteuses, le quartier des travailleurs. Hélène Chénion m'avait dit qu'il y avait dans certains hôpitaux un quartier des mordeuses, auquel éventuellement on arrachait des dents, paraît-il. Enfin, bon. Pour cette thèse, Paumelle, qui est un type extrêmement entreprenant, fait le tour de France des services d'agité. Et au fond, en 1952, alors qu'il est en deuxième année d'internat, il connaît au fond toute la France psychiatrique. Daumaison, Bonafé, Toscaïès, Sivadon, Duchesne, il connaîtra bientôt Henriet, etc. Premier coup d'éclat, la même année 52, il réunit tous ces grands maîtres, en fait, qui ne sont pas des penseurs de seconde catégorie, ce sont tous des grands auteurs, pour une tribune, en leur ouvrant la tribune de la revue Esprit, dans laquelle il a ses entrées, pour un numéro spécial qu'il coordonne. Ce numéro qui s'appelle Misère de la psychiatrie, qui est paru en décembre 1952, est devenu un classique, vous le trouverez assez facilement. Et c'est la première grande manifestation publique en réalité du malaise des hôpitaux à cette époque-là, puisque c'était jusque-là resté un débat assez confiné. Alors il a le sens de la propagande aussi, il a le sens de la communication, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est lui qui signe l'avant-propos sous le nom de Philippe Anglade, avec un avant-propos assez incendiaire. Et donc c'était prudent de signer Philippe Anglade, puisqu'il n'avait pas encore passé son mémoire de psychiatrie. Il se fait également connaître par des articles qui sont autour de cette thèse. Sa carrière paraît donc assez précocement définie. Il est très actif au sein du syndicat déjà. Il soutient le combat de ses aînés pour changer la psychiatrie. Ces aînés qui cherchent à ouvrir l'asile au monde extérieur et à en réformer le fonctionnement. Il les connaît, il les soutient. Il pourrait devenir assez rapidement un leader du mouvement. Mais comme dit Capsambellis, il ne rêve pas d'une réforme, il rêve d'une révolution. Car au fond, il va très vite
comprendre que, à son avis, l'asile n'est pas réformable. C'est vraiment quelque chose que je vais redétailler un petit peu plus avant. Et pour lui, et non seulement il n'est pas réformable, mais il le pense nocif pour le médecin, nocif pour le malade et pour leur relation, nous allons y revenir. Ainsi, en 1954, à peine son internat terminé, il passe le médicat, mais d'une façon qui surprend un peu tout le monde à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, Daumaison n'avait pas non plus apparemment tellement prévu le coup. Il quitte l'hôpital. Il renonce à devenir chef de service hospitalier comme ses aînés. Je disais tout à l'heure à Clément, c'est quelque chose que j'ai encore pas tout à fait pigé, qu'on puisse avoir l'audace de faire quelque chose comme ça alors qu'on a un tapis rouge. Voilà. Enfin, je pense que ça vient pas à l'idée comme ça de n'importe qui. Et donc il s'installe alors en 1954. En fait, il a des idées en tête, hein. J'ai détaillé tout ça dans le livre, mais disons que de l'extérieur, c'est ça. Il s'installe dans une pièce unique d'un dispensaire antituberculeux du 13e arrondissement de Paris, avec des assistantes sociales. C'est un dispensaire qui appartient à ce qu'on appelle l'Office public d'hygiène sociale, qui sont des réseaux de dispensaires qui ont existé après la guerre 14-18, je crois. Et comme il le dit, ils font leur trou en visitant les services sociaux, les médecins, les curés, les policiers, les soins à l'enfance, etc. C'est-à-dire qu'on voit la démarche là tout à fait particulière de Paumelle. Ça n'est pas, il ne s'installe pas comme fait chacun d'entre nous pendant son internat pour faire des vacations dans un dispensaire. Il tisse une toile en ville. Ce sont les prémices de l'équipe de secteur. L'équipe de secteur, c'est ça. Ce sont des gens qui connaissent le monde autour d'eux et qui se font connaître. Ça, c'est tout à fait fondamental dans le postulat technique, alors pour cette fois, du secteur, qui contient aussi ce postulat humain, c'est-à-dire se faire connaître les gens. Je reviendrai sur les raisons rationnelles de ce choix, mais au fond, qu'est-ce qui a pu lui donner le courage physique et moral de cette épopée ? Bon, une audace, une créativité, etc., un charisme, un sens de la communication tout à fait hors du commun, le désir humain et professionnel d'une rencontre authentique avec les malades, une curiosité profonde à l'égard des autres. Je cite aussi volontiers Minkowski, qui était un compagnon d'armée de son père et que lui considérait comme un ami, qui l'a accueilli quand il est arrivé à Paris. Minkowski dit « Je ne peux m'empêcher d'essayer d'aller plus loin dans la connaissance intime de l'être humain malade que je cherche à rencontrer. Rencontrer un malade est plus que faire une simple observation. » Je crois que ça résume aussi assez bien la posture de Paumelle dans sa rencontre avec les gens. Entre 54 et 58, Paumelle expérimente les consultations, l'accueil, le travail d'équipe en dispensaire, les visites à domicile. Je crois que c'est un pionnier en France des visites à domicile. Il en fait, je crois, 300 entre 56 et 58. Son épouse me racontait, sa seconde épouse me racontait qu'il partait, à l'époque, c'était pas le 13e, hein, c'était tout Paris et la banlieue avoisinante. Donc il partait tantôt en scooter, en moto, tantôt en 2 chevaux, chez les malades, sur des appels d'urgence. C'était ça, se faire connaître. Se faire connaître, c'est y compris dire « si vous avez besoin de nous, on est là ». C'était ça. Donc il fait un grand nombre de visites à domicile. Et au fond, au bout de ces 3 ou 4 années, ça va vite chez lui. Il suffit qu'il voit les choses une fois, c'est décidé. Donc il dit « bon, c'est sûr que la rencontre médecin-malade-soignant, puisque les soignants sont dans une posture différente en ambulatoire et à l'hôpital, c'est sûr que cette posture nouvelle, ce lieu nouveau d'exercice, change totalement le rapport du médecin, des soignants, des malades avec entre eux. C'est très différent de ce qui se passe à l'hôpital. Il décide en 56-57 de fonder une association qui sera l'association de santé mentale du 13e arrondissement, dont l'Assemblée générale fondatrice est un 58. Ça va très vite s'appeler le 13e parce que ça va devenir très vite très connu.
Donc quand j'en parlerai comme le 13e, parce que c'est comme ça que ça a été connu nationalement et internationalement. Ce projet qu'il a, en plus évidemment, il n'a pas fait que se balader dans les rues du 13e, il a construit tout un projet très documenté, très programmatique, qui était à peu près complet, on va dire, dès 1956, avec le dispensaire, les VAD, les visites à domicile, donc un service d'accueil d'urgence, ce qui était résulté de ces réflexions sur les visites à domicile. Programme donc très structuré et très original et très séduisant. Pourquoi séduisant? Parce qu'il présentait le psychiatre et la psychiatrie et son équipe d'emblée en action et hors du halo asilaire, qui avait évidemment très très mauvaise presse. Donc ça c'est fondamental. Quand on lit les débats à l'OMS par exemple de cette époque, puisque c'était un vaste mouvement, le mouvement de changement des asiles, évidemment, tous les médecins des asiles ne voulaient pas lâcher leur asile et voulaient développer le secteur à partir de l'asile, enfin voulaient développer quelque chose à partir de l'asile, mais un infirmier formé à l'asile qui va dehors, il ne sait pas trop quoi faire, le psychiatre non plus, et puis ils sont mal accueillis, quoi, c'est sûr. L'asile, comme le dira plus tard, comme le dit à cette époque d'ailleurs Daumaison, c'est un lieu maudit. Voilà. En 1958, donc il vient de fonder l'association de santé mentale, il a le projet d'un hôpital, il va rencontrer très vite les gens au ministère qu'il ne connaissait pas a priori, puisqu'il n'était pas patron, lui, il ne faisait pas partie des commissions ministérielles et tout ça, mais il va se balader, il y a une photo de lui avec sa serviette sous le bras dans le bouquin. Il va se balader pour essayer de rencontrer des gens. Il va être introduit parce que l'OPHS est assez proche des milieux ministériels, en réalité aussi. Et donc, il va être assez rapidement introduit auprès du ministère, auprès des instances de la sécurité sociale, et son projet d'hôpital va être soutenu tout de suite. Et le projet du secteur qu'il a à ce moment-là, qui est très structuré, très programmatique, puisque le ministère se creusait la tête avec le syndicat des hôpitaux pour savoir comment faire, comment articuler les choses. Lui, il arrive avec un projet, enfin ce qu'on appellerait une recherche-action aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire un projet bien dessiné, avec des structures prévues, un timing des embauches, etc., etc. Enfin bon. Et donc, le ministère trouve ça formidable, plus sa jeunesse, plus son allant, plus tout ça. Et donc, il est très très rapidement subventionné par la sécurité sociale et par le ministère. Donc, je note au passage que le développement du 13e était très différent du projet de réforme à partir des hôpitaux psychiatriques que tentaient de faire ses collègues, et en particulier, le secteur ne sera jamais pour Paumelle, et ça, tous ceux qui l'ont travaillé, enfin moi je l'ai ressenti comme ça en travaillant dans le 13e, ça n'a jamais été l'addition à l'hôpital de structures extra-hospitalières. Il détestait cette distinction hospitalier et extra-hospitalier. Franchement, quand on travaille dans le 13e, on ne peut pas soupçonner un instant que les structures du secteur, enfin les structures dites extra-hospitalières, se sont développées à partir de l'hôpital. C'est impensable, c'est un réseau d'institutions, dont l'hôpital. Et je termine ce petit chapitre en disant que ce sont ces réalisations qui en fait vont... la circulaire de 60 est pratiquement un copier-coller de ce que Paumelle avait... Ils ont travaillé ensemble, c'est sûr, ils se sont vus. Et Pierre-Jean, qui était un bonhomme du ministère, un énarque qui travaillait au ministère de la Santé, le dit tout à fait clairement, c'est à partir du moment où l'ASM, le 13e a été créé et où il y a eu le projet d'hôpital, que les choses ont démarré et la rédaction de la circulaire de 60 a démarré. Je vais juste détailler un tout petit peu ce que c'est que la circulaire de 60 pour ceux qui ne sauraient pas. Non, quelques mots. Quelques mots. La circulaire de 60, c'est ce que j'ai dit à propos du 13e, c'est-à-dire c'est l'idée que les soins doivent se déployer dans la cité, en séparant le moins possible le malade de son milieu naturel, et en ayant recours à l'hospitalisation le moins possible. Voilà, c'est ça la grande structure de
la circulaire de 60. C'est l'invention donc du secteur. C'est l'invention du secteur. Ah oui, l'invention du la circulaire du 15 mars 1960, c'est la circulaire qui va comment dire, initier, je dis bien initier le secteur, puisqu'en réalité, comme j'avais relevé ce texte de Jean-François Bauduret, qui a été, lui, le grand artisan. Les artisans au ministère de la circulaire de 60 s'appellent Marie-Rose Mamelet et Pierre-Jean. Ce sont des noms à retenir parce que c'était vraiment des administratifs extrêmement actifs, très, très pro-secteur. Et c'est quand même eux, ils ont agi un peu d'ailleurs un peu en catimini pour sortir cette circulaire qui ne correspondait pas du tout au projet qui avait eu lieu depuis le début du 19e siècle, à savoir réformer la loi de 38. C'était complètement autre chose. Jean-François Bauduret dit « Jamais un texte ministériel n'a été à ce point en avance et en opposition avec l'organisation et les pratiques soignantes de l'époque. Cette circulaire n'est devenue mythique que bien après sa parution. Elle rencontre d'abord l'opposition résolue de la majorité des psychiatres et des syndicats paramédicaux qui souhaitent en rester aux pratiques hospitalières traditionnelles. Et en outre, elle divisait en son sein l'administration entre la direction des hôpitaux et la direction générale des services. La direction des hôpitaux étant pro-hôpital et la direction générale des services étant pro-secteur. Donc, c'est une circulaire qui arrive un peu sur la pointe des pieds comme ça et qui en fait, ne va être légalisée que 25 ans plus tard, en 1985. Le secteur ne va être légalisé qu'en 1985. Baumel, d'ailleurs, trouvait le texte de la circulaire trop ministériel, justement. Pourtant, c'est lui qui l'avait... Franchement, quand on le lit, c'est sympa, la circulaire de 60, mais il trouvait ça trop ministériel, parce que pour lui, le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était la révolution intérieure du psychiatre qu'exige le fait de passer de l'asile à un travail de psychiatrie de secteur. Il appelait le secteur... en faisant un jeu de mots, la mise au monde du psychiatre. Et il comparait le secteur à la conquête de l'espace, les petites consultations, les petites VAD qu'il avait faites, et puis l'expansion du secteur qu'on voit aujourd'hui, avec les collaborations qui se sont créées progressivement avec le médico-social, le social, les pères aidants, enfin le fait que le secteur a été à l'origine de ce vaste mouvement d'humanisation de la psychiatrie quand même, avec ce noyau dur qui reste le service psychiatrique, mais qui s'est un peu dilué dans la santé mentale, mais pas tant que ça dilué en réalité sur le terrain, ce sont des relations qu'il faut créer. Alors je reviens à la loi de 38. Bon, je ne vous en dis pas plus que ce que j'en ai dit tout à l'heure. Loi, donc les chaînes, le traitement moral, Esquirol, l'asile est le meilleur instrument dans les mains d'un médecin habile. Hein. Vous connaissez tous cette phrase d'Esquirol. Hein. Ah, c'est un oiseau. Et le fait que l'aliéniste donc va pouvoir appliquer enfin dans un endroit dédié la thérapeutique, le traitement moral. Bon, en réalité, très vite, l'asile va être très, très critiqué et régulièrement critiqué, et en particulier, et ça sera analysé beaucoup plus tard, par exemple par Kettel dans le livre de Postel, en particulier parce que très rapidement va s'installer une dérive autoritaire, voire violente, et que les malades vont souvent être dans des conditions assez catastrophiques, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ça, c'est le mouvement général. Mais si on regarde un petit peu, là je me suis beaucoup appuyé sur les textes qu'a recueillis Nicolas Inquès dans sa thèse. Si on regarde un peu de près comment on réagit, il y a donc un vaste mouvement des aliénistes qui s'est pris les pieds dans le tapis avec l'asile, en fait, avec la réclusion asilaire. Et puis il y en a d'autres qui ont exprimé un embarras, et cet embarras s'exprimait en particulier au moment des sorties et des entrées, mais notamment des sorties. Parce qu'évidemment, décider de l'aliénation
Quand on a un malade qui a fait un acte dangereux, qui s'est rendu indésirable à la police, etc., c'était une responsabilité extrêmement importante, décider que le malade n'est plus aliéné. Voilà. Aujourd'hui, on dirait qu'il est un peu désaliéné, mais pas trop. Et on aurait des recours, on l'enverrait à l'hôpital de jour, etc. Non, à l'époque, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent, ces gens-là? Ils proposent des petites idées qui vont être en fait des idées qu'on peut voir comme des précurseurs du secteur, mais c'est assez loin quand même. Enfin, ils proposent que, par exemple, comment aussi refuser une admission, par exemple. Un patient dont on se dit, est-ce qu'il est vraiment aliéné, pas vraiment aliéné? Est-ce qu'on va le faire rentrer à l'asile, sachant qu'il n'en sortira peut-être pas? C'est quand même donc une problématique clinique, alors là pour le coup, extrêmement tendue, on va dire. Si on regarde les propositions des gens de cette époque, c'est très intéressant quand même. On suggère par exemple de développer des sorties d'essai. Il n'y a pas de sortie d'essai dans la loi de 1938. On propose qu'il y ait des institutions d'assistance grâce ou bien des consultations. Donc vous voyez, c'est quand même intuitivement, ils ressentent le besoin d'aller vers des objets comme ça, des objets institutionnels comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, on pourrait tenter la sortie d'un malade non guéri, et puis après une période d'observation favorable hors asile, on lèverait l'internement. Ça aussi, c'est très intéressant de décoller la notion d'internement de la notion d'hospitalisation. Nous, on a ça depuis 2011, avec la notion de soins sans consentement ambulatoire. On a eu ça en 2011. Donc, ils avaient cette idée qu'il y avait un décollement à faire. Cabanis en avait parlé aussi des différentes strates de la loi de 1938. Même chose à l'admission. Parmi les propositions les plus remarquables que j'ai relevées dans le travail de Nicolas Henkes, je cite la proposition de Maurice Legrain, au début des années 1900. L'extinction des idées délirantes apporte beaucoup moins que la capacité du sujet à reprendre sa place dans la société, et même une guérison ne saurait être déclarée définitive quand même toute trace d'idées délirantes aurait disparu si, conjointement, le milieu social n'offre point les garanties suffisantes pour le maintien de la dite guérison. Legrain était l'un des auteurs de Paumelle, enfin que Paumelle aimait bien aussi. Je trouve ça donc extrêmement intéressant, parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que demande le médecin pour faire un jugement qui soit moins tangent quant à la dangerosité, etc., que quant à son mandat social, que faire sortir le malade comme ça ex abrupto? Eh bien, de quoi le médecin a besoin? Il a besoin d'observations plus prolongées du comportement du malade dans diverses situations. Il a besoin de l'avis d'autres professionnels, de l'avis des parents quand le malade est en placement volontaire, puisque c'était le placement volontaire. Et puis aussi, le médecin a besoin d'évaluer, au-delà des symptômes, l'équilibre relationnel que le malade établit avec un environnement averti et celui-ci avec lui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je trouve qu'on pourrait imager ça en disant que ces aliénistes-là, ceux qui n'ont pas épousé l'asile, on va dire, ont eu besoin de sortir de leur bureau, sortir de leur isolement et peut-être sortir des contraintes de leur clinique savante de spécialistes. Parce que parler avec une institution ad hoc qui supporte le malade et où il ne se trouve pas trop mal, ça veut dire parler avec n'importe qui. Et donc ça veut dire une certaine façon d'abandonner un vocabulaire très savant. Vous voyez, ceux qui me connaissent me voient venir. On a développé ça dans ce livre avec mon camarade Bernard Rodier et puis Victor Soufir et plusieurs collègues du 13e. C'est-à-dire le fait que le secteur va permettre de voir le patient dans beaucoup de circonstances et d'apprendre à parler avec les gens qui s'en occupent. Et donc ça, c'est tout à fait fondamental à la clinique institutionnelle, je vais y revenir, mais aussi à la clinique de secteur, peut-être plus encore.
Donc, différents projets vont essayer de modifier la loi au fil du XIXe siècle, parallèlement au fait qu'il y en a certains qui ne la supportent pas du tout, cette loi, parce que depuis même avant la loi de 1938, on connaissait les expériences anglaises de traitement sans contrainte et de traitement portes ouvertes. C'est ce qu'on appelait le no restraint, la non-contrainte. Et il y avait des discussions autour de ça, mais globalement, la plupart des aliénistes y étaient opposés. Alors Pommel va étudier ça à la loupe, et ça va être l'une de ses grandes sources d'inspiration en réalité. Il était très critique sur le fait que les aliénistes, dans leur grande majorité, à partir de ce qu'on a appelé la querelle du no restraint en 1880, ont critiqué sans savoir ce système éventuel de soins, alors que quelques auteurs français, pas des moindres, Morel, Magnan, l'avaient essayé avec succès. Magnan disait qu'à l'admission, puisqu'il était médecin de l'admission à l'époque, l'ex-CPOA, il disait que il avait donc d'abord vu disparaître la fureur maniaque, et il avait vu aussi ces infirmiers retrouver leurs sentiments humains. Ça, c'est fort. Mais il a été désavoué totalement, et puis ça n'a duré, il a été là que quelques années. Et donc, pas de services ouverts, pas de portes ouvertes, pas d'abandon de la loi de 1938. Sauf l'expérience que tout le monde connaît, celle de Toulouse, Édouard Toulouse, qui va travailler comme un Romain pour ouvrir un service libre à l'hôpital Sainte-Anne, ici. C'est dans ce bâtiment. Toulouse y pensait depuis les années 1900 ou même un petit peu avant. Il va obtenir gain de cause en 1922, s'appuyant en particulier sur le fait que ce dispensaire avait été... que pendant la guerre 14-18, il y avait tous les traumatismes graves de guerre qui donnaient ce qu'on a appelé les petits manteaux, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient quand même des pathologies extrêmement lourdes, mais qui guérissaient. Il y avait eux, plus toute la corde des neurasthéniques, des patients, des hystériques, des dépressifs, pas trop graves, qui pouvaient venir dans un tel service. Et comment s'appelle-t-il, Toulouse avait l'ambition, en fait, avec ce dispensaire, en s'appuyant sur des travaux sur la prophylaxie des maladies mentales aux États-Unis, en fait, d'éradiquer la folie par la prophylaxie, en réalité. Je crois qu'il détestait l'asile, en fait. Ça a dû se sentir quand il a voulu quand il s'est dit, en répondant un peu aux propositions qui avaient été faites dans les années d'avant les années 30, à la fin du 19e et au début du 20e, que certains se disaient, mais s'il y avait un service d'observation avant l'admission à l'asile, ça permettrait de traiter hors asile, hors loi de 1938, et puis les autres, on les enverrait à l'asile, ceux qui en avaient vraiment besoin, etc. Donc il a essayé d'orienter aussi son service ouvert dans ce sens-là à un moment donné, et au fond mettre le grappin sur la psychiatrie dans son ensemble, j'ai envie de dire, et passer à côté de la loi de 1938. Ça n'est pas passé. Alors, bon, je passe sur le service Toulouse, mais c'est très intéressant, parce que c'était quand même un service important, 110 lits d'hospitalisation, des assistantes sociales, des visites à domicile, des consultations, etc. C'était quand même un gros truc. Sur quoi s'est-il heurté aux aliénistes? Là encore, pas sur des critères diagnostiques, mais sur des critères transnosographiques, des critères que nous connaissons bien aujourd'hui, c'est-à-dire le rapport des malades à leur traitement. Un malade qui demande un traitement, on l'admettrait dans le service de Toulouse. Un malade qui, de façon virulente et permanente, refuse son traitement, ce serait pour l'asile. Un malade pas dangereux, ce serait pour le service de Toulouse. Un malade dangereux, ce serait pour les asiles. Évidemment, les aliénistes n'ont pas du tout aimé cette façon de voir les choses.
Là encore, j'insiste, hein, c'est parce que c'est de la clinique. Hein, c'est le fait que les arguments cliniques sont avancés. C'est pas schizophrène, maniaco-dépressive, etc. Non, c'est comment ça se passe. Comment ça se passe avec le patient. Hein. Et donc, en fait, les aliénistes, comme les pouvoirs publics, vont considérer que ça ne colle pas. C'est-à-dire que des gens qui sont habitués à avoir, disons, des petits manteaux, on va dire comme ça, ne peuvent pas statuer sur le fait qu'un malade relèverait de l'asile. Ils ont dit, et les pouvoirs publics ont approuvé, que les aliénistes étaient les mieux placés pour décider de ce genre de problématique. Henri Collin en tête, par exemple. Henri Collin faisait paraître dans les annales médico-psychologiques très régulièrement des rubriques qui montraient le caractère catastrophique d'une évaluation diagnostique mal faite. Voilà. Bon, donc, il y a eu un siècle de débats, des projets de loi qui se sont un peu concrétisés à la fin du 19e, enfin dans les années 30 plutôt. Il y a eu la fameuse circulaire Ruccard qui prévoit des dispensaires et qui prévoit aussi un service libre près de l'asile, mais sous la responsabilité des aliénistes. Et un autre texte de loi à peu près identique à celui-ci, qui en fait crée un nouveau statut, plutôt que de créer un hôpital qui gérerait des malades qu'on peut admettre librement, et versus ceux qui sont en PV ou en placement volontaire ou en placement d'office. On crée une catégorie particulière qui serait le placement libre. Le malade qui demande à être en placement libre pourrait rentrer de son propre gré à l'asile. Et à côté de ça, il y aurait un service libre à côté de l'hôpital et toujours aussi à visée prophylactique, toujours sous la responsabilité des médecins aliénistes. Bon, voilà un petit peu les schémas qui se dessinent à la fin des années 30, quand va éclater la guerre. Avec Toulouse qui veille au grain, et son élève Georges Hier qui va être un grand ponte de la psychiatrie parisienne et qui va, être le grand ennemi du syndicat des hôpitaux psychiatriques dans tous les débats qui vont avoir lieu dans l'après-guerre, parce que lui rêve toujours d'un service libre, cette fois implanté dans les hôpitaux généraux. Je cite le nom de Georges Hier, c'est très important parce que Paumelle, en fait, a été externe chez lui, 1 an. C'est là qu'il a connu Serge Lebovici, déjà grand psychanalyste à l'époque, expérimenté des psychanalyses et des psychothérapies d'enfants, pour se rendre compte d'ailleurs, confirmant ce qu'il va observer ensuite à l'asile quand il va être interne dans les milieux d'adultes, que faire des psychothérapies psychanalytiques sophistiquées quand après on rattache le jeune malade au pied de son lit avec un numéro plutôt qu'un prénom, ça ne peut pas le faire, quoi. Donc c'est en ça qu'il dit qu'on ne peut pas mener des traitements corrects, ni médicamenteux, ni psychothérapiques, dans un milieu qui ne s'y prête pas. Ça, c'est l'un de ses grands postulats, disons, de bâtisseur. Et que donc c'est l'ensemble du système qu'il faut réformer avant de pouvoir penser traitement. Comme je vous le disais, pareil pour la rencontre avec un malade. Alors dans l'après-guerre, je vous en ai dessiné l'ambiance tout à l'heure. Je sais pas l'heure qu'il est. Ah bah mon téléphone est fermé maintenant. 20h50. Il est 20h50. 19h50. Il reste 25 minutes. Bon, je vais être obligé d'aller vite, malheureusement. Bon, dans l'après-guerre, on se trouve avec des conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le projet des syndicats des psychiatres des hôpitaux, c'est de réformer la loi de 1938 à niveau en élargissant encore les compétences des médecins des asiles. Donc,
C'est dans ce contexte-là que Paumelle se rapproche d'eux, en même temps que Daumaison critique l'asile d'une façon féroce, dans un article qui est devenu un classique, qui s'appelle La psychothérapie institutionnelle contemporaine, critique qui repose notamment sur sur l'isolement, la critique de l'isolement et la critique de ce qu'il appelle un système de caste qui clive toutes les relations à l'intérieur de l'hôpital. Paumelle va s'occuper du pavillon d'Agité, le 3-6, et sa thèse reflète ça, reflète son travail au 3-6. Je vous la recommande, elle a été rééditée 2 fois. C'est un ouvrage extraordinaire, d'une impertinence folle quand on pense que c'est un ouvrage académique. Il décrit des trucs dans les asiles de l'époque qui on se demande comment ça pouvait passer. Ils étaient sûrement tolérants, je ne sais pas, ces maîtres. Et sa thèse, c'est sur la psychothérapie institutionnelle, plus exactement la sociothérapie institutionnelle, dans le pavillon des Agités. Alors il décrit tout le sadisme du système asilaire, il décrit comment justement, en rétablissant une sociabilité, en se rapprochant des patients, en les écoutant, etc., eh bien, les choses changent un peu d'elles-mêmes d'une certaine façon. Et alors, toujours le même leitmotiv, on peut commencer des traitements médicaux plus acceptés, les électrochocs par exemple, qui étaient la grande thérapeutique de l'époque, sont acceptés plus par les patients quand on leur présente d'une certaine façon, mieux que quand on les menace de les faire s'ils sont agités par exemple. Bon, pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça, c'est irréformable? Ils pensent que c'est irréformable parce que d'abord, l'architecture ne convient pas. Clairement, je passe. Deuxièmement, parce que les rapports avec l'administration sont impossibles. Ces systèmes de caste dont parle... Alors, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Des journées de démarche pour obtenir un ballon de football, des rideaux aux fenêtres ou des serviettes hygiéniques. Voilà comment il s'exprime dans ces articles. Mais surtout, il pense que la profession ne suivra pas. Ça, il en est convaincu justement à partir notamment de l'analyse du no restraint, où il voit que dans tous les débats qu'il y a eu, et puis dans ce qui a suivi, la majorité des analystes est totalement opposée à l'ouverture des services, et on va voir que lui, c'est ce qu'il veut, et à l'abandon de la contention, qu'il exècre. Donc, il pense que ça ne changera pas avant longtemps, et finalement, la suite lui a d'ailleurs donné raison. Bon, je suis obligé de passer un peu vite. Le no restraint, écrit-il, n'est pas seulement enlever la camisole, c'est envisager une réforme complète du comportement personnel des psychiatres, manifestement mis en cause. Il conclut d'ailleurs cet article un peu malicieusement. C'est un article de 52, il est interne. Donc il critique la profession dans son entier carrément. Il conclut malicieusement cet article en expliquant qu'il refuse de tenter de mettre à jour les motivations des attitudes de ses aînés, et il met ça sur le compte de sa jeune agressivité. En fait, dans un autre article de la même époque, il va dire ce qu'il en pense. Les psychiatres ont peur. Les psychiatres ont peur. L'agitation, pour lui, est entretenue dans le système asilaire parce qu'on a peur des malades, parce qu'ils sont maltraités et parce qu'en retour, on les maltraite. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe, un cercle vicieux qui fait que les malades sont ligotés sur leur lit, sont enfermés pendant des heures, sont choqués, etc., etc. Il fait une analyse de l'agitation où il dit « nous sommes les agités de nos malades ». Donc ça, c'est un thème extrêmement important qui montre pourquoi bon, ça n'explique pas pourquoi il a le courage d'aller faire son petit tour en ville, mais ça explique pourquoi il n'a pas voulu être médecin des hôpitaux, en tout cas.
Il va dire la même chose d'ailleurs de l'aliénation. Il va dire qu'est-ce qui fait qu'un malade devient le fou qu'on est obligé d'interner? Eh bien, c'est qu'on ne veut pas voir qu'il est fou. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux. C'est l'environnement familial, c'est la concierge, etc. C'est le médecin à qui on vient et qui dit bon, non, c'est rien, ça va lui passer avec l'adolescence, etc. C'est-à-dire de fermage Dieu en fermage Dieu, de fermeture Dieu en fermeture Dieu. Le patient a le temps de s'aggraver et il devient, passage à l'acte, etc., il devient le malade qu'il faut interner et qui ne connaît plus rien de sa maladie. C'est très très intéressant et très important parce qu'aujourd'hui, on nous dit il faut aller faire des visites à domicile, traiter précocement. On nous montre l'exemple de McGorry en Australie, par exemple, mais Baumel avait vu ça très très bien. Voilà. Il faut ajouter à ça le fait que les malades s'améliorent, des malades qui sont depuis 20 ans à l'asile s'améliorent quand il est au 3-6, lui montre que les malades ont une sensibilité persistante à la position du médecin, l'ambiance dans laquelle ils vivent, etc. Et ça, ce sont des choses d'ailleurs qu'Esquirol ou que Pinel avait dites, qu'il réactualise. Je voulais parler pour terminer, mais je n'aurai pas le temps d'en parler bien longuement, de la psychanalyse et de la place qu'elle a prise dans le mouvement de transformation des hôpitaux psychiatriques. Mais j'en parlerai pas beaucoup, bien entendu. Pour ceux qui ne sont pas familiers des travaux psychanalytiques, disons que Freud et ses suiveurs ne se sont pas intéressés qu'à la sexualité infantile. Est-ce que les études sur l'hystérie ont apporté? Ce qui intéressait Freud avant tout, c'était fondamentalement de comprendre comment s'organise le psychisme, comment il se construit, comment il se déconstruit, et donc d'où leur intérêt pour ces malades extrêmement perturbés, dont le fonctionnement psychique est à la fois désorganisé et réorganisé, par exemple au travers le délire ou des choses comme ça. D'un point de vue thérapeutique, ce que les psychothérapeutes de psychotique vont nous montrer aussi, c'est qu'en fait, le malade est souvent beaucoup plus engagé dans la relation qu'on ne l'admet généralement. Ce que je vous ai dit à propos de Baumel aussi, quand il constate le réveil des agités dans son traitement institutionnel. Plus engagé dans le traitement, donc sensible à tout un tas de choses, à l'attitude du thérapeute, etc. Et qu'en retour, il fait quelque chose au thérapeute. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert, le contre-transfert, ou les attitudes, les contre-attitudes, les contre-attitudes. Et donc ce qui est tout à fait important et intéressant, ils ont attiré notre attention sur le fait qu'il fallait qu'on fasse attention à nos contre-attitudes, de mépris, de rejet, de surprotection, de tout ce qu'on veut, dans notre relation à nos patients pour essayer de retrouver une position un tout petit peu plus objective. C'est très très important. Alors, la psychanalyse, vous verrez peut-être dans certains articles, notamment issus du 13e, le terme psychiatre-psychanalyste. Ça ne veut pas dire qu'il voulait faire psychanalyser tous les patients, ni tous leurs collaborateurs. Ça veut dire simplement qu'il réfléchissait à la façon dont on pourrait, dans le champ psychiatrique, introduire certains concepts. Alors je vous en cite quelques-uns, le déni, le clivage, d'autres encore, la conscience des troubles, l'investissement, la relation thérapeutique, etc. Tout ça, même si on ne connaît pas avec finesse ce que les psychanalystes en ont dit, parce qu'il y a des tonnes de bouquins là-dessus, ça nous aide quand même à parler de certaines choses entre collègues. On sait ce que c'est que le déni de la maladie. Bon alors, à moins qu'on pense à nosognosie. Bon. Évidemment, ce sont deux points de vue un petit peu différents. Voilà. Bon, j'ai fait ça, très bien. Quelques mots simplement, quelques mots. Vous verrez dans les publications qu'on a beaucoup réfléchi sur la relation duel. Qu'est-ce que c'est la relation duel? La relation duel, c'est la relation que j'ai comme médecin ou comme psychothérapeute avec un malade dans mon cabinet, seul à seul. Eh bien, ça pose problème avec les malades psychotiques. Pas tous,
Mais dès qu'il y a un certain degré de désorganisation psychique, c'est quelque chose qui peut très rapidement se transformer en persécution, en érotomanie, en passion, en passage à l'acte. Donc, les traitements institutionnels sont là parce que, à partir d'un certain niveau de désorganisation, le transfert du malade, c'est-à-dire la façon dont il investit la situation thérapeutique, va diffuser, va être réparti sur plusieurs personnes, va blesser personne, etc., etc. On fait attention d'ailleurs en institution que l'attention du malade ne se focalise pas sur une seule personne. Une petite soignante que le malade coince dans un coin, etc., etc. Donc, transfert contre transfert, attitude contre attitude, ça, ce sont des choses qui sont dépendants à la relation duel. On pourra avoir décidé d'un... C'est pas du tout... Je vous parle de mon expérience. C'est très différent de recevoir un malade psychotique à son cabinet. J'en ai quelques-uns. J'en avais plus au début de ma carrière, mais je me suis un peu brûlé les ailes aussi. J'en ai quelques-uns. De le recevoir à son cabinet et de le recevoir dans son siège au CMP. C'est très différent. Très différent. Quand on est adossé à des murs, qu'on sait que s'il y a un souci, une infirmière, et le patient le sait. Il sait qu'il n'est pas tout seul et que donc, il ne se passera rien de grave. Vous voyez, c'est très, très particulier et très important. Donc ça, c'est la relation duel. Autre chose apportée par la psychanalyse dont je voulais vous parler, le clivage. Vous pouvez voir un patient à votre cabinet, je vais bien, ça va, oui, bon, oui, ça va. Certains patients d'ailleurs avec qui on ne parle pas très facilement. Et puis en sortant, il tyrannise sa famille, il se jette par la fenêtre, etc., etc. C'est-à-dire être attentif au fait que l'entretien n'est qu'une partie de l'observation du patient et que justement la psychiatrie de secteur nous permet de savoir des choses du patient que l'entretien ne nous apporte pas. C'est ça que cherchaient nos collègues du 19e. Ils cherchaient d'autres regards. Hein. Ça, c'est très très important. Le clivage. Bon. Vous remarquez, par exemple, je l'ai écrit, c'est un peu provocateur de ma part, mais quand vous lirez des faits psychiatriques gravissimes dans les journaux, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui a fermé les yeux avant. La famille est allée voir le psychiatre, est allée voir je ne sais pas qui, a dit bon, je trouve qu'il ne va pas très bien en ce moment. Non, bon, c'est rien, moi je l'ai vu. Voilà. C'est régulier. Deuxième chose, dans les institutions, c'est dramatique. C'est-à-dire quand les infirmiers ou infirmières vous disent « Docteur, on n'en peut plus, moi il me fait peur, vous savez, moi dans mon cabinet, dans le bureau de consultation, je trouve qu'il ne me fait pas peur », c'est désespérant pour l'entourage familial, pour l'entourage soignant, pour l'entourage social, de percevoir des choses absolument, incontestables, qui sont niées par celui qui est censé être le grand spécialiste de la folie. Et ça peut être dangereux. Bon. Paumel insistait énormément justement là-dessus, sur le fait que mon patient n'est pas mon patient. Et même en allant plus loin, il disait qu'il y a toujours une place dans la consultation pour le fait que on valorise les autres que le patient rencontre, a en tête. Et s'il n'en parle pas, parce que souvent ils n'en parlent pas, il faut l'interroger, il faut lui demander, il faut explorer un petit peu quel est son monde à lui. Son monde à lui ne se résume pas à nous, nous deux. Parce que nous deux, c'est très dangereux. Voilà. Bon, écoutez, je reviens avant de terminer sur une réflexion indispensable face à certains symptômes. Je ne vous ai pas parlé du psychiatre certificateur, ça c'était une figure de Daumaison et Paumel. Le psychiatre certificateur, c'est celui qui est obsédé par l'idée de savoir si l'aliénation, il y a aliénation ou il n'y a pas aliénation, et du coup il perd le contact avec son patient, et il augmente sa dépersonnalisation. Aujourd'hui, moi je trouve qu'on a le psychiatre sortificateur, c'est-à-dire il faut faire sortir les malades, le plus rapidement possible, et parfois dans des conditions désastreuses. Je vous parle d'expérience personnelle. Moi, je travaille avec le secteur de mon quartier, je ne vous dirai pas lequel. Et j'ai eu, malheureusement, des pépins pour des malades qu'on fait sortir, parce qu'il faut les faire sortir, c'est tout. Hein. Ce qui peut aussi se doubler
d'une horreur de la dépendance. Je parlais tout à l'heure d'une horreur de l'agitation ou d'une horreur de différentes choses. L'horreur de la dépendance, c'est-à-dire faire ressortir les patients. Bon, plus l'influence qu'on reçoit du fait de nos idéologies, etc., etc. Bon, je suis obligé de m'arrêter. Je voulais simplement signaler une chose avant de finir. C'est que le parcours de Paumelle construit le secteur, alors très différemment de Toulouse, parce que lui, dans son esprit, c'était les malades du 3-6 qu'il fallait soigner quand il fait le secteur. C'est-à-dire, c'est tous les malades. Il insiste énormément là-dessus, sur le secteur, sur le fait que le secteur s'adresse à tous les malades, pas seulement les malades triés sur le volet. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, ben, je ne sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être. Ça me reviendra peut-être. De quoi je parlais ? J'ai un trou de mémoire là. Bon, j'abandonne. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je voulais dire que son projet était différent de celui de Toulouse à cet égard, très différent. Oui, très différent de celui de Toulouse aussi parce qu'il mettait en avant beaucoup ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la relation d'équipe avec des patients très difficiles, alors que Toulouse, avait une clinique justement comment on appelait ça, des fléaux sociaux, l'alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance, etc. C'est un débat qui existe toujours, qui existe toujours aujourd'hui. On reproche au secteur son trop de généralisme, on va dire de cette façon qu'il est trop généraliste, alors qu'il faudrait des cliniques pour la PMD, etc., enfin pour la bipolarité. Paumelle y était attentif, puisque dans le 13e, il y avait un service pour les autistes, il y avait un service pour les vieillards, il y avait, etc. Mais la nosographisation de la façon de sectoriser n'est pas du tout dans son esprit. Tu nous as pas dit quand est-ce que Paumelle était mort ? Ouais. Oui, il est mort en 1974, donc il avait 50 ans. C'est-à-dire que cette œuvre dont je vous parle, c'est entre l'âge de 27-28 ans, puisque la guerre l'avait un petit peu retardé dans ses études, et puis l'âge de 50 ans. Capsambélis, dans le bouquin, Capsambélis qui est quand même, je ne sais pas si vous le connaissez, je dis toujours de Capsambélis qu'il écrit 3 livres le temps que j'en lise un, mais Capsambélis dit comment est-il possible de créer autant de choses en si peu de temps ? C'est très vrai. C'est très vrai. Parce que au départ, il est parti de son petit dispensaire, mais évidemment, il a été très vite connu. Le 13e, Bernard Rodier fait un chapitre dans le bouquin sur l'aura internationale du 13e. C'est des centaines de visiteurs de tous les pays du monde qui y sont venus, des stagiaires, des visiteurs. En permanence. Et c'est une tradition qui est restée. On continue aujourd'hui encore de recevoir des gens qui viennent, même si le 13e est devenu une institution un peu plus banale. Mais enfin, qui a acquis un développement. Quand il est mort à 50 ans, il y avait plusieurs centaines de professionnels dans le 13e. Oui, donc il est mort en 1974. Il a été très connu. Il est très vite devenu une référence, puisqu'en fait, le seul secteur qui a existé pendant des années, c'était le 13e. Il y avait des ébauches par-ci, par-là, d'ailleurs assez créatifs pour certaines. Mais le seul secteur qui a eu ce développement à cette époque-là, c'est le 13e. Et donc, il a été conseiller ministériel. Il a été conseiller ministériel, y compris et en particulier dans les années 70, donc peu avant sa mort, parce que le texte de la circulaire était resté lettre morte et qu'on lui a demandé, on a fait appel pour animer des groupes de collègues qui s'étaient eux-mêmes un peu impliqués déjà. Et puis, vous savez que dans l'immédiat après-guerre, les neuropsychiatres universitaires avaient mis le grappin sur la psychiatrie. Il fallait donc devenir neuropsychiatre
je détaille ça dans un chapitre du livre aussi, neuropsychiatre pour pouvoir prétendre exercer la psychiatrie en ville. Puisque le travail de consultation en ville se commençait. Et pour être reconnu par la sécurité sociale, il fallait être passé neuropsychiatre, autrement dit par tout un circuit qui d'ailleurs alarmait les internes des hôpitaux de Paris, parce que les internes des hôpitaux de Paris n'avaient pas de service de psychiatrie pour se former. Ils étaient neurologues, ils étaient tout ce qu'on veut, mais pas psychiatres. Ils venaient se former dans le 13e. Donc il a eu un grand rôle, et alors là, il en a pris plein la figure, il a été insulté dans les journaux, etc., en tant que conseiller d'Edgar Faure dans les années en 68-69, quand la psychiatrie, quand il a été question de la séparation de la psychiatrie et de la neurologie. Et donc, il était aussi chef de clinique des hôpitaux, donc il avait une position, il connaissait plein de monde dans les deux sphères. Finalement, il a été détesté de tout le monde. Les psychiatres des hôpitaux qui trouvaient qu'il ne leur avait pas donné un vrai rôle d'enseignant comme les agrégés des universités, et les agrégés des universités qui n'avaient que mépris pour les médecins des hôpitaux psychiatriques et qui ne voulaient pas les admettre comme enseignants. Donc il a eu beaucoup de boulot. Voilà. Merci beaucoup encore Serge pour cet exposé passionnant. Très clinique effectivement, qui permet de saisir vraiment les choses à partir de l'exercice clinique, de la rencontre avec le patient. Et l'autre aussi grand mérite de ton exposé, je trouve, c'est d'avoir effectivement montré combien les asiles qui s'étaient construits à partir de la loi de 38, finalement, très rapidement s'étaient rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes, et qu'il y avait eu des tentatives, des projets, d'idées de réforme, et finalement, tout ça n'a jamais vraiment abouti avant cette révolution-là, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais tu as bien montré combien il y avait un certain nombre de projets innovants déjà dans ce domaine, notamment avec l'expérience d'Henri Rousset, dont on a célébré le centenaire là, cette année. C'était en 1923, la création du centre Henri Rousset par Edouard Pouilly, qui était le premier service ouvert de grande ampleur à Paris. Oui, ça me revient ce que j'ai oublié tout à l'heure. Oui. Ça me revient. Ce que je voulais souligner, c'est que le chemin qu'il a emprunté s'est fait hors loi de 38. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de changer la loi de 38, ce qui en fait s'était avéré impossible pendant tout le siècle qui a précédé. Il n'y a pas eu besoin de la changer. Donc l'hôpital du 13e a ouvert ses portes en 63, et en 65 ou 66, il a obtenu l'autorisation préfectorale de recevoir des malades sous le régime de la loi de 38. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de changer la loi de 38. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est que finalement, c'est la construction et le développement du secteur qui a permis les modifications successives de la loi de 38. C'est-à-dire que quand les gens ont commencé à circuler, à avoir des consultations, à avoir des hôpitaux de jour, etc., eh bien, en 57, par exemple, il y a une circulaire qui autorise que les malades qui sont internés dans les lois de 38 puissent sortie d'essai. La loi de 90, qui a fait tellement bondir les psychiatres, légalise les sorties d'essai et légalise les services libres. Légalise seulement à cette époque les services libres. Et surtout, quand vous lisez la loi de 90, son premier chapitre, c'est en fait la définition du secteur. Il faut rappeler que, etc., les soins, la prophylaxie, le développement du psychosocial, etc. Et donc, comme si les placements volontaires, enfin à l'époque l'HDT et la SPDRE, étaient en fait des annexes presque du secteur. Et puis en 2011, ce truc extraordinaire, mais qu'on pratiquait dans le 13e depuis longtemps, c'est-à-dire la sortie en programme de soins sans consentement, ce qui évidemment permet de faire sortir des patients éventuellement très difficiles, de les réintégrer à l'hôpital quand ça, etc., etc. Donc on a connu ça, et ça c'est redoutablement intéressant et efficace. C'est ça que je voulais dire. Donc en fait, c'est le secteur qui a permis la modification de la loi de 38, alors que essayer de changer la loi de 38, c'était impossible. Ouais.
ce qui m'impressionne beaucoup aussi chez lui, c'est quand même sa thèse, donc en 52, il fait sur ce problème clinique, donc, qui est toujours le nôtre pour des patients agités, dangereux. Et lui, donc, avant l'invention des neuroleptiques, il dit finalement qu'on peut faire autrement qu'avec l'enfermement dans une cellule individuelle ou avec des entraves, et qu'il y a une façon de conduire les soins, une façon de conduire un service qui permet de limiter effectivement ces effets-là, et que finalement ce symptôme de l'obésité, il est à moitié partagé à la fois par le patient et par l'équipe ou par le médecin. Ouais. Et que les deux sont responsables de ce qui se passe, les deux sont responsables du symptôme, et qu'il y a quelque chose qui peut être travaillé même sans donc, les neuroleptiques, même sans des thérapies sédatives ou des entraves physiques. Et c'est bien ce que tu montres en tout ton exposition. Il y a un certain nombre de problèmes cliniques quand même qui traversent la psychiatrie, qui persistent et qu'on cherche toujours à aborder avec les moyens qu'on a. Mais lui, sa thèse montre que, en transformant la relation, finalement, on peut agir et aborder autrement ces problèmes très graves de la vie. J'ai pas cité cette phrase de Minkowski aussi, Minkowski qui dit le médecin est également fabricant du fait psychique ou un truc comme ça. Le médecin et le malade ensemble sont artisans, sont les artisans du fait psychique. Un symptôme s'adresse toujours à quelqu'un. En tout cas, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir et ensuite pour le métaboliser d'une certaine façon. C'est là que ça commence à être un peu compliqué, hein. C'est pas si simple. Bien sûr, ce sont des formules un peu générales, mais enfin, ça nous indique des voies quand même. Ouais. Dans sa thèse, franchement, si vous pouvez la trouver, elle est sûrement en bibliothèque, forcément. Ça se lit comme un roman, hein, comme un polar. Hein. C'est très bien écrit. Il décrit des choses, mais hallucinantes. Par exemple, il s'en prend aux préjugés d'associabilité des malades mentaux. Il décrit par exemple une patiente qui est ligotée sur un grabat et qui se tortille pour s'écarter un peu de ses liens pour pouvoir faire ses besoins à côté, par terre. Vous voyez ? Il décrit des choses comme ça, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et c'est stupéfiant, parce que ça existe. Hein. Et il rapporte des écrits de malades qui sont très très émouvants. C'est des vrais écrits, parce que moi j'ai travaillé beaucoup à partir des archives de sa famille. Et je les ai vus, c'est des cahiers, sur des feuilles de cahiers d'écolières que les malades écrivent. Et il disait, comme montre aussi d'une participation aux soins, que par exemple les patientes lui couraient après pendant la visite pour lui déposer des petits feuillets dans sa poche, où elles expliquaient par exemple que un asile ça ne devrait pas être comme ça devrait être comme les pièces d'une maison. Ce que disait Parchap, qui est un aliéniste du 19e siècle que Pommel appréciait particulièrement. Alors sur l'agitation, il reprend aussi les écrits de Pinel de Pinel. Pas Esquirol, mais Pinel. Pinel qui disait, face à l'agitation, il faut éviter deux écueils, une tolérance illimitée ou une dureté repoussante, dans le style qui était. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la marge est très étroite. Et donc, je ne l'ai pas vu, mais Simone Pommel me disait qu'il a un livre de Parchap dans lequel il surlignait les lignes où Parchap disait il faut que le malade soit en chambre 10 minutes, après quoi il faut le sortir, rester avec lui, enfin des trucs comme ça. Ça l'inspirait beaucoup, cette pratique vraie, quoi, de la relation avec le malade. J'avais une toute petite question. Tu as dit qu'en 1900, donc lui, il invente vraiment des soins
dans la cité, des soins ambulatoires. Au départ, il ne veut pas de service hospitalier, tu l'as bien dit. Et qu'au départ, donc, il s'occupe des patients de tout Paris et de l'Île-de-France. Et puis tu dis qu'en 58, donc, ils font de la SN13. Donc là, il y a plutôt un secteur géographique qui lui est échu. Comment ça se passe, le fait qu'il se centre sur cet arrondissement-là? Il y avait eu comment dire, Daumaison. En fait, Daumaison prenait la psychothérapie institutionnelle en 52, mais en fait, à la fin de l'année, il est parti. Hein. il a pris les admissions, pris les admissions ici, et il avait quitté les Fleury-les-Aubrais avant. Et donc, à la fin de l'année 52, il n'a pas fait de la psychothérapie institutionnelle, il est parti aux admissions. Et donc, oui, qu'est-ce que tu me demandais? Oui, cette façon de s'implanter dans le 13e, du coup, que ça devienne un secteur géographique. Voilà. Qui est les précautions du secteur. Et Daumaison et le patron de Paumelle à l'OPHS, qui était Henri Duchesne, ont essayé de faire un secteur qu'on a appelé le secteur à la Duchesne. Et en fait, ils ont essayé de mettre en contact les hôpitaux psychiatriques avec les dispensaires pour faire pré-cure, post-cure, comme les psychiatres des années 50 du syndicat voulaient ça. L'unicité entre la pré-cure, l'hospitalisation et la post-cure. C'était leur vocabulaire. Paumelle, lui, ne voulait pas du tout ça, puisque ça, c'est très hospitalo-centré, même comme raisonnement. Et donc, ils ont essayé de faire un secteur comme ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout parce que les aires étaient trop vastes, parce que les médecins des hôpitaux psychiatriques ne venaient pas au dispensaire, ça ne les intéressait pas. Ils avaient trop de boulot dans leurs hôpitaux en plus. Enfin, et donc ce projet-là a échoué. Et c'est Pierre-Jean qui raconte que en fait c'est Paumelle qui a eu l'idée d'un secteur géographique beaucoup plus réduit. Il avait d'ailleurs fait des études sociologiques dans le 13e, qui était à l'époque un quartier très d'ouvriers, d'artisans, qui avait une espèce de configuration de village. Et donc il lui paraissait une dimension sociologique raisonnable. Ça faisait à l'époque 75 000 habitants, je crois que c'est ça. Il y en a plus dans le 13e, je ne me souviens plus. Le triple. Ça faisait 3 secteurs en fait. C'était déjà trop grand. Mais enfin, c'était quand même, c'est comme ça. Ils avaient essayé de délimiter avec des calculs que je n'ai pas suivis dans le détail, je l'avoue. Est-ce qu'il y a des questions ici ou dans la salle virtuelle? Oui, bien sûr, beaucoup de questions. Merci beaucoup, Serge. Vous avez une salutation à Yoshiro Abe qui nous écoute depuis le Japon. Et donc, j'ai vu, il est 4h du matin. Je salue. Ben, moi aussi, je le salue alors. Voilà. Je voulais vous question sur les liens entre psychiatrie, secteur et psychanalyse. Est-ce qu'on sait qui était l'analyste pour la question qu'on pose, par qui il a été analysé, et est-ce qu'il y avait des liens comme ça très importants tout de suite dans son service, dans ce qu'il a monté avec les psychanalystes de l'époque, avec la SPP en particulier, et quels étaient ces liens avec le mouvement autour de Lacan dans ces années 50, 60 est-ce qu'on sait un peu les liens qu'il entretenait avec ces analystes-là, ces jeunes analystes-là? Parce qu'il avait donc, c'est un élève Georges Hier, si je comprends bien, et il a bien connu Serge Boudissi dans le service de Hier, dans le 13e, à la fête de Hier, pour le coup, sans doute à ce moment-là. C'était plutôt aux enfants malades. Est-ce que cette géographie-là explique aussi qu'il soit occupé de cette zone-là du 13e? Et puis j'avais encore dernière chose en tête, parce que quand j'étais moi-même interne à Soisy-sur-Seine, on parlait de l'histoire du 13e, et on parlait au départ, effectivement, de cette origine à partir d'un dispensaire d'hygiène, hygiène sociale, hygiène mentale, et on parlait aussi de lutte contre l'alcoolisme, qui était vraiment très lié à cette époque-là. Et donc voilà, est-ce que ça c'était une part, quelle part avait cette lutte contre l'alcoolisme à l'époque? J'ai l'impression que c'était assez important, et comment ça s'est réduit au fur et à mesure. Voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Est-ce que ça
Alors, pour les écoles analytiques, il était plutôt en rapport avec la Société psychanalytique de Paris, du fait de rencontres. Est-ce qu'il avait des accointances avec l'école lacanienne? Il connaissait très bien Houry, il connaissait très bien Toscaïès. Il n'avait pas d'inimitié, au contraire, il avait plutôt une relation très amicale avec eux. Il cite Toscaïès dans sa thèse d'une façon très rigolote. C'est une supervision d'équipe, justement, puisque c'était des religieuses qui s'occupaient des malades, et donc on ne sait pas trop ce que la religieuse en question lui raconte, mais enfin, il y a dû y avoir une échauffourée avec un malade. Et donc Toscaïès, avec sa voix rocailleuse, lui dit vous avez été un peu sadique, ma sœur. Je veux dire démoniaque. Donc, c'est montrer qu'il avait un certain intérêt pour ce type d'analyse institutionnelle, mais je ne crois pas que ça ait eu un développement dans le XIIIe. Ceci dit, ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il y avait quelque chose, je pense que c'est un personnage essentiellement œcuménique, il aime les gens. Et s'il y a une chose qu'il haïssait, ce sont les idéologies. Les idéologies. Il était ennemi des idéologies, c'est-à-dire, c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il était à côté de Daumaison, mais il cite Heuillère dans sa thèse, et il fait finalement ce qu'il a envie, lui. Il prend ce qui peut être efficient dans la réalité. Pour l'alcoolisme, oui, il a été un vrai spécialiste de l'alcoolisme. Alors, il était au conseil d'administration d'une association, d'une ligue anti-alcoolique qui s'appelait le Comité national de défense contre l'alcoolisme, il était donc au conseil d'administration, et le président était dans le premier cercle de l'Assemblée générale du XIIIe. C'est le comité de l'alcoolisme qui a fourni le terrain de Soisy. Et Paumelle, a été un spécialiste de l'alcoolisme. C'est un chapitre qui manque dans le bouquin. Je voulais qu'il y ait un chapitre sur l'alcoolisme. J'avais trouvé un spécialiste qui avait l'air d'être un peu dans les mêmes registres, mais bon, je n'ai pas pu le séduire suffisamment. C'est les débuts de la médecine sociale, c'est-à-dire c'est d'abord la tuberculose, quand même, on s'intéresse aux populations à partir des maladies comme ça qui intéressent des vastes champs de population, et c'est d'abord la tuberculose, oui. Et puis après l'alcool. Oui, tout à fait. Et donc c'est ces dispensaires-là qui sont créés notamment sous le gouvernement de Vichy, qui a une grande promotion aussi de la médecine publique, la médecine sociale, comme c'est souvent le cas dans les mouvements fascistes. On s'intéresse à la santé de la population de façon très large. Et donc il intègre comme ça un dispensaire qui servait avant à la médecine préventive. Qui servait encore. Qui servait encore. Encore. Il y avait une équipe antituberculeuse, oui. Et lui, il occupait une pièce. Et il y a aussi que le gouvernement de Vichy, par exemple, a eu beaucoup d'attention pour la santé psychique des enfants et la santé physique des enfants. Il y a eu un mouvement comme ça de promotion de cette médecine-là pendant le gouvernement de Vichy. Il évoquait quand même inattendu. Alors, lui était analyste. Il y a un livre que j'ai cité dans la bibliographie qui s'appelle Le psychanalyste sans divan, qui vraiment est une somme. Si vous vous intéressez à la psychanalyse en psychiatrie, c'est vraiment un livre de référence absolue. Il y a eu je ne sais pas combien d'éditions, enfin bref. Ce sont les articles de Racamier qui sont les plus intéressants. Il y a un petit article de Paumelle dedans qui est intéressant également, qui montre, mais qui est centré sur la psychanalyse dans les institutions psychiatriques à l'époque. Donc le secteur, c'est un petit peu autre chose. Alors, je crois que Paumelle, il a essayé d'introduire des analystes dans les équipes institutionnelles du XIIIe. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché. Et donc, finalement, ils ont décidé, je ne sais plus en quelle année, de créer un centre de psychanalyse et de psychothérapie séparé des équipes institutionnelles. Mais
c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, dans son article sur le rôle de la psychanalyse en psychiatrie, il dit que les équipes doivent essayer de se servir à leur façon des concepts issus de la psychanalyse, mais ce n'est pas de la psychanalyse, c'est une façon d'utiliser, comme Freud d'ailleurs le souhaitait. Freud souhaitait que la psychanalyse soit l'une des sciences fondamentales de la psychiatrie. Il se disait que oui, ça doit pouvoir servir quand même si lui n'aimait pas soigner des malades psychotiques. Donc je pense que c'était dans cet esprit-là. Oui, j'avais une question aussi à vous poser par rapport à Soisy, justement. C'est-à-dire que j'arrive à bien me figurer l'organisation ambulatoire de la SM13, toute l'expérience que ça a représenté, vraiment quelque chose de novateur. Puis ensuite, c'est généralisé finalement à tout le pays. Alors, il y a eu des expériences plus anciennes, ponctuelles. On peut parler par exemple de Zurich à l'époque de Bonner. Bon. Mais qu'est-ce qui fait que finalement la SM13 a dû aussi donc acquérir la ville, à devenir finalement un hôpital entre guillemets comme les autres? Comment dire, Simone Pommel me dit plusieurs fois que pour Pommel, l'hôpital était un grand prématuré, c'est-à-dire qu'il arrivait trop vite. En réalité, je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre, je pense que s'il n'y avait pas eu l'hôpital, il n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire que jamais une équipe du ministère n'aurait pu monter un service de psychiatrie qui n'avait pas d'hôpital. C'était impossible. Il se trouve qu'il y avait un légataire qui avait légué ce terrain de Soisy-sur-Seine au comité national de défense contre l'alcoolisme, et que ce terrain, ils n'en avaient pas l'emploi. Donc Pommel a un peu rusé. Il a dit, bon ben moi je fais une clinique dédiée à l'alcoolisme. C'est comme ça que le comité a marché. Mais en fait, le président du conseil d'administration du comité savait que Pommel avait un projet plus vaste, en fait. Et puis c'est très vite apparu. Alors, j'ai lu aussi des débats au sein du conseil d'administration, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Au départ, c'était fait pour l'alcoolisme. Après, ça a été un hôpital psychiatrique dédié, avec un pavillon dédié à l'alcoolisme, qui je crois n'a pas vraiment... Pommel était très engagé dans l'alcoolisme. Il y a eu un colloque dans le 13e, je ne sais plus à quelle époque, dans les années... disons que lui, il est mort en 74, disons dans les années 68 peut-être, où il y avait Resbrion, enfin tous les gens qui étaient des têtes pensantes de l'alcoolisme à l'époque, dans le 13e. Il y a eu ça. Il a fait des conférences devant les ligues d'anciens buveurs. Il a participé aux actions avec Duchesne pour les alcooliques dangereux, la loi sur les alcooliques dangereux. Donc il était vraiment... Voilà. Je pense que, pour répondre à ta question, ou à la tienne, je ne sais plus, après sa mort, il n'y a plus personne qui s'y soit intéressé autant, je pense. Et puis, il y a eu la montée d'une façon quand même plutôt cognitivo-comportementale de traiter l'alcoolisme, alors que lui, il avait une façon d'être un petit peu différente. Le nom est resté L'eau vive. L'eau vive. Ça s'appelait comme ça avant. Ça s'appelait comme ça avant, oui. Donc on va dire son entreprise révolutionnaire, entre guillemets, a eu comme limite celle du dialogue avec les institutions qui ne pouvaient pas se représenter un service psychiatrique complètement ambulatoire. Ah mais l'hôpital était pour lui un truc très important. Hein. Ah oui. Ah oui, non. Non, je te dis, il avait en tête les malades du 3-6, il n'était pas idiot. Il n'était pas idiot, c'était pas... Il se méfiait d'ailleurs du fait... Vous vous souvenez de cette sortie qu'il y a dans le mot d'esprit de Freud, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, hein, Will Pas-de-Calais. Et donc, il savait bien que c'était très casse-gueule quand même ce qu'il a fait, c'est-à-dire de quitter l'asile avec la prétention, il aurait pu se couvrir de ridicule,
perdre sa carrière et puis se couvrir de ridicule. Il a été du côté du sublime, mais il aurait pu être vraiment... Il a été très critiqué. Très critiqué. Mais l'hôpital, il y croyait vraiment. Vraiment. Il y passait. On raconte, et il était très concerné par les malades très difficiles. Il avait décidé d'habiter Paris. C'est Daumaison qui lui a dit « Mon vieux, si tu as un pépin à Soisy et que tu n'habites pas à côté de l'hôpital ou dans l'hôpital, comme les médecins des asiles étaient censés le faire traditionnellement, tu peux fermer la porte. » Donc il a habité à côté de l'hôpital. Et on raconte qu'il passait le soir voir s'il n'y avait pas des lumières allumées. S'il y avait des lumières allumées, il y allait. Alors on dit c'est de la mégalomanie. Non, je dis c'est un engagement, quoi. C'est une façon d'être. C'est une façon de ne pas fuir les malades. C'est une façon de ne pas fuir les problèmes des soignants. Et il est mort jeune. Hein, il a fait 2 infarctus. C'est pas tellement étonnant. Hein. Sur la photo qu'on voyait, là où qu'on voit, c'est une photo il avait déjà fait 1 ou 2 infarctus. C'est juste avant sa disparition. Moi, j'ai été externe à l'eau vive en 73. En 73, l'eau vive n'était pas un établissement âgé, c'était un établissement qui devait avoir 7-8 ans, pas plus. 10 ans. Il y avait quand même un soin particulier. C'est une réaction à la question de Jérémy Saint-Zel. Il y avait un soin particulier qui avait été porté à la conception, en particulier architecturale, de l'eau vive. Les pavillons étaient petits, ils étaient agréables, ils étaient aménagés en ailes. C'était des ailes de 7 lits, et chaque aile de 7 lits disposait d'un box infirmier dans lequel il y avait un infirmier. Ce ratio de 1 infirmier pour 7 malades était évidemment un ratio d'une densité de soignants par malade beaucoup plus élevé que dans les autres établissements de l'époque. Il y avait aussi une cafétéria qui était un lieu de côtoiement possible pour les soignants et pour les patients. Au rez-de-chaussée, il y avait une cafétéria et à l'étage, il y avait le restaurant où allaient déjeuner le personnel. Enfin, il y avait un climat qui était un climat assez paisible. Il se trouve que quelques années auparavant, j'avais un ami, j'avais une vingtaine d'années, qui avait basculé dans la paranoïa. J'étais allé lui rendre service à plusieurs reprises lui rendre visite, à plusieurs reprises à Clermont-de-L'Oise. Il y avait un monde entre le Clermont-de-L'Oise de la fin des années 60 et l'eau vive en 73. Donc il ne faut pas considérer que la création de l'eau vive aurait été, comment dire, un pis-aller, ou bien comment dire, une réalisation à laquelle aurait répugné Paumelle. Non. Il y a une chose que ne reprend pas Serge, mais que j'ai entendu Vassilis dire souvent, qui est que Philippe Paumelle aurait, paraît-il, préféré que le service d'hospitalisation soit dans la salpêtrière. Bon, ça je ne sais pas si Vassilis cite Simone Paumelle à l'appui de cette idée-là. Bon, alors ça, il n'a pas pu le faire. Serge vous a expliqué que l'opportunisme l'avait conduit à choisir Soisy. Mais en dehors de cette question de lieu, la réalisation de l'eau vive a été très soignée et franchement, c'était une réussite sur le plan du climat et de l'ambiance. En tout cas, dans la période où vous l'avez découvert en 73. Merci Bernard. Tu me fais repenser, Bernard, que d'une part, il avait écrit en 1953 un article qui s'appelait Principe sur la conduite à tenir, Principe sur la construction des asiles de Maximien Parchappe. Il avait écrit un article là-dessus.
où justement il tenait le plus grand compte du fait que Parchave disait qu'il fallait que les chambres aient des toilettes comme ci, des tables de jeu, des tables de nuit comme ça, un lit comme ça, comme dans une maison, comme lui disaient ses patientes. Et la deuxième chose que me rappelle ce que dit Bernard, c'est que en fait, il aurait voulu pouvoir travailler un peu sans hôpital un peu plus longtemps, mais que l'hôpital, il était bien dans ses cartons, puisqu'il en avait commencé les plans en 56-57, donc avant même la fondation du 13e, et il travaillait avec Racamier et il travaillait aussi avec Nicole Sonnolet, qui a été l'architecte de Soisy, qui était une jeune architecte qui avait pris contact avec lui, je ne sais pas, à cause de sa thèse, je pense, à cause de sa thèse, et qui avait elle aussi fait un tour de France des hôpitaux psychiatriques, et qui donc réfléchissait à un nouveau modèle de construction des hôpitaux psychiatriques. Et puis dans le bouquin L'hospitalisation en France, qui est un pavé comme ça, il y a plusieurs articles sur donc l'architecture des hôpitaux psychiatriques. Et effectivement, Soisy est un modèle totalement nouveau, totalement différent de l'architecture classique. Et notamment par rapport à ce que, par exemple, ont pu en écrire Postel, Quetel, etc., l'asile était quand même construit pour en imposer à l'aliéné. De la même façon que l'autorité du psychiatre devait aider l'aliéné à se sortir de ses travers moraux, l'asile aussi. L'asile devait en imposer par sa grandeur, par sa porte, par ses pavillons, par son architecture à arcades, etc. Soisy, c'est l'opposé de ça. C'est des petites maisons les unes à côté des autres, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez une idée de quel est le lien entre ce mouvement initié par Pommel et ce qui s'est passé en Italie 10-20 ans après avec le mouvement d'antipsychiatrie De désinstitutionnalisation. Alors, c'est après sa mort, hein, je pense, quand même. Il me semble, non. Il me semble ça. Alors, ceci dit, je peux vous répondre un petit peu. Il avait un dialogue, comment s'appelle ce psychiatre italien dont le nom... Basaglia, c'est ça. Il avait des liens avec Basaglia. J'ai demandé que le titre, que le livre soit sous-titré « La force du soin ». Parce que dans les années 68, ça faisait déjà, en 68, c'était la révolution, il fallait changer tout, la psychiatrie, la société, tout le travail. Le 13e avait déjà, enfin Pommel dans le 13e avait déjà 14 ans de travail, voyez. Et puis des réalisations, il y en avait beaucoup à cette époque-là déjà. Et donc, lui, il a été considéré comme un mandarin et tout ça. Et il disait, mais de toute façon, c'est pas la peine de vouloir faire la révolution, ce qui compte, c'est le soin. Voilà. Et donc, le rapport avec l'Italie prenait aussi un petit peu, et l'antipsychiatrie prenait un peu place dans ce débat-là. Alors, il y a eu en 72, dans le 13e, un grand colloque international, dont vous trouverez les minutes dans un livre qui s'appelle « Le traitement au long cours des psychoses », qu'on trouve dans les bibliothèques, à mon avis, parce que ça faisait venir des psychiatres du monde entier, hein, du Japon, des États-Unis, d'Australie, etc. Et en balayant tous les problèmes, les chimiothérapies, les psychothérapies, les traitements institutionnels, l'épidémiologie, enfin... Et il avait invité Basaglia pour un débat contradictoire, et il devait avoir un débat. Basaglia devait faire un exposé, et il devait également avoir un débat contradictoire avec Pommel, c'est sûr, peut-être aussi avec André Green, puisque Pommel avait fait une communication avec André Green à ce colloque. Et il n'est pas venu. Il s'est désisté. Qui n'est pas venu de Basaglia. Il y a un petit échange de courrier que j'ai trouvé dans la correspondance. Il n'est pas venu. Donc je ne peux pas vous dire plus. Mais il y a des liens qui se sont quand même maintenus
avec l'Italie, puisqu'il y a eu aussi toutes les grandes réformes autour de Trieste, mais plus tard, dans les années 80, 85, non, c'est ça. Enfin bon, il y a des équipes du 13e qui sont allées en Italie, qui ont fait la fête avec les Italiens et tout ça. Il avait beaucoup de liens, Paumelle, avec le Canada, avec les États-Unis, puisqu'il a été, appelé par l'administration Kennedy qui voulait réformer les hôpitaux psychiatriques. Il a donc été au moins 2 fois aux États-Unis pour ça. Et puis au Canada, il a été à Montréal 1 année, invité comme professeur associé. Il a fait un cours que j'aimerais bien publier, mais il est en note sténographiée malheureusement. Il faudrait le réécrire, mais il avait une clarté de pensée, mais c'est dément. Sinon, Camille Veit est venue il y a 2 mois faire une conférence sur l'antipsychiatrie, je ne sais pas si vous étiez là, ici. Et donc elle a beaucoup parlé d'expérience italienne, et alors je ne l'ai pas encore mise en ligne. Et sinon, sur la chaîne de l'évolution psychiatrique, on a une conférence de Jean-Christophe Coffin justement sur la Zacchia et l'antipsychiatrie italienne. C'est-à-dire que, oui, il y a une distinction sémantique qui est importante. C'est-à-dire que l'antipsychiatrie italienne a été dans le sens d'une désinstitutionnalisation. Alors que le mouvement des années 50 en France, qui a été initié notamment par Daumaison et Lucien Bonafé, c'était la désaliénation. C'est pas la même chose. L'aliénation, c'était le fait que le psychiatre est enfermé comme le malade à l'intérieur de l'asile, sans moyens et sans maîtrise de son instrument de soin. Il est donc aliéné, comme le malade. Et donc, le mouvement de désaliénation, d'une certaine façon, le secteur était pensé comme un mouvement de désaliénation, c'est-à-dire comme quelque chose devant produire une psychiatrie où le psychiatre aura un petit peu plus les coups des franches. À cet égard, ce qui a fait aussi à Paumelle partir de l'hôpital psychiatrique, c'est qu'il voulait, comme d'ailleurs le disait Daumaison, être le patron de son institution. Il ne voulait pas être le subordonné d'un administrateur. L'administration, pour lui, était un maillon très important. D'ailleurs, il a eu des rapports très, très amicaux avec ses administrateurs, mais quand même au service du soin. Tout le monde est au service du soin. Donc, la logique économique aujourd'hui, ça le tuerait une seconde fois. Oui, c'est ça. La désaliénation. Et effectivement, les 2 termes ont par la suite été très, très confondus. Par exemple, dans le grand mouvement qui, justement, à partir des années 70, a commencé à aller dans le sens de toujours plus d'économie, vous trouverez assez facilement le fait de désinstitutionnaliser. Mais ce n'était pas le projet. Le projet, c'était de fournir aux patients des institutions qui leur servent d'étayage, qui leur servent d'accompagnement dans leurs soins extra-hospitaliers, etc. Et non pas la désinstitutionnalisation. D'ailleurs, à cet égard, si on voit par exemple un hôpital de jour comme celui du 13e, ou si on voit les ateliers thérapeutiques du 13e ou le placement familial, etc., je me dis que c'était des institutions. Là aussi, il fallait avoir un esprit de bâtisseur pour faire ça. À la fois sur le plan de la structure, à la fois sur le plan des rapports humains, sur des autorisations qu'il faut obtenir, et tout ça, et tout ça. Quand le secteur a été légalisé, 25 ans plus tard, tous les pionniers qui en voulaient, quoi, et qui avaient le courage de travailler la nuit, de travailler le jour, etc., pour mettre tout ça en place, plus personne ne pouvait comprendre ce que c'était un hôpital de jour. Donc à cette époque-là, dans les années 85, ça je le sais parce que j'ai été responsable du CATTP qui s'est monté dans ces années-là dans le 13e, dans les colloques sur les CATTP. Le CATTP, c'était identique aux services d'urgence, c'était identique aux hôpitaux de jour, c'était identique à tout. Pourquoi ? Parce que c'était fait à l'économie. Et donc, on en souffre aujourd'hui. Par exemple, les pédopsychiatres souffrent
du fait qu'il n'y a plus d'hôpitaux de jour. Enfin, je ne sais pas, tu me diras le contraire peut-être. Pour les files d'attente pour avoir une place dans un hôpital de jour pour enfants, c'est affreux. L'inclusion. Donc, c'est parce que tout ça, toute la dimension... ce que Paumelle disait, c'était... Il différenciait l'équipe, qui est la première institution, et les institutions en dur, il appelait ça. Et donc, les institutions en dur ont été quand même assez... il s'est construit beaucoup d'hôpitaux de jour, tout ça, mais il en manque quand même. Merci beaucoup Serge pour cet exposé très vivant, et on peut retrouver la pensée de Philippe Paumelle donc à travers cet ouvrage, Philippe Paumelle, un psychiatre dans la cité. J'en ai deux, s'il y en a que ça intéresse. Et c'est dans sa thèse. Donc tu as mis la bibliographie sur le site où on peut retrouver un certain nombre d'articles de Paumelle et des articles que tu as cités aujourd'hui. C'est une petite bibliographie très courte. Il y en a une grande dans le bouquin. Mais je pense faire une projection d'un petit film qui est un vrai film avec des acteurs et tout ça, mais que manifestement c'est Paumelle qui l'a scénarisé, parce qu'il connaissait très très bien les visites à domicile. Donc c'est un film sur la visite à domicile. On voit un appel d'urgence, etc., bon, qui est en même temps un petit reportage sur Soisy et sur le 13e. Et donc, s'il y en a que ça intéresse, ça aura lieu à la fin de l'année après les grandes vacances. Vous me laissez votre mail et puis je vous enverrai une invitation. Ou bien toi. Ouais, très bien. On est obligé de s'arrêter là, mais oui, merci encore. La fois prochaine, on continuera à travailler sur de la psychanalyse, puisqu'on recevra Paul Berchery, qui nous fera un exposé sur la clinique psychiatrique à l'épreuve de la psychanalyse. Donc ce sera le 9 mai. Merci encore. Merci à tous.